Maître Bernier, bon début de journée. On va revenir sur le procès de El-Mahdi Djamali et Sabrine German. Ce sont deux étudiants du collège de Maisonneuve qui sont accusés d'avoir tenté de quitter le pays dans le but de commettre un acte terroriste à l'étranger, posséder illégalement une substance explosive et commis des gestes au profit d'une organisation terroriste. Là, ce qu'on a appris hier, c'est qu'ils ne présenteront pas de défense. Expliquez-nous cette décision-là qui est toujours très surveillée dans un procès et qui a de lourdes conséquences. En présenter une défense et ne pas en présenter. Oui, c'est une décision qui est difficile pour la défense parce que, imaginez, bien là, on sait, c'est à la couronne de prouver hors de tout doute raisonnable. Donc, c'est à elle de prouver qu'il pourrait être coupable devant le jury. Et là, c'est une décision. On a le droit de soit argumenter en produisant des témoins, en produisant une défense, ou de choisir de ne pas en faire. Mais je vais vous dire, c'est difficile, mais des fois, la meilleure défense, c'est de ne pas en faire. Oui. Et c'est très difficile comme décision. Imaginez pour les accusés d'accepter ça aussi. Souvent, là, ça bardasse un peu. Mais l'avocat est là pour avoir du résultat. Et des fois, c'est mieux de ne pas en faire. Ça donne un avantage stratégique également parce que si on ne produit pas de défense, c'est la couronne qui va plaider en premier, donc qui va argumenter en premier. Et la défense pourra argumenter en dernier. On sait c'est quoi les plaidoiries. C'est qu'on reprend toute la preuve. Et là, on explique au jury, dans le fond, où est-ce qu'on s'en allait tout le long. Et évidemment, là, la défense qui plaidera en dernier va en quelque sorte démolir la preuve de la couronne. Et c'est sûr que moi, je pense que ça procure un avantage parce qu'on est les derniers. Donc, c'est un peu dans la tête du jury. Là, le mot de la fin, c'est ils ont entendu nos arguments en dernier. Il peut y avoir une réplique, mais quand même, je pense que ça peut procurer un avantage. Donc, c'est une décision à ne pas mélanger avec la décision pour un accusé de ne pas témoigner. Mais évidemment, quand on ne présente pas de défense, on ne témoigne pas non plus. On ne témoigne pas aussi. Mais des fois, les gens mélangent. On peut produire une défense et ne pas témoigner parce qu'on sait, on a le droit de ne pas s'incriminer et on ne veut pas des fois être contre-interrogé. Et on ne peut pas être pénalisé parce qu'on n'a pas témoigné. Bien, c'est en plein ça, on ne peut pas être pénalisé. Mais c'est dans la stratégie, c'est difficile même de décider de ne pas témoigner. Pensez au cas du juge de Lille, là, où est-ce qu'on a su par après qu'avec la famille, ça avait été très dur. Certains disaient il faut expliquer, d'autres disaient non, la preuve n'est pas là, donc ça va être trop dangereux. Et c'est quand même, là, c'est pas une décision facile. Là. Absolument. Autre sujet maintenant, c'est dans l'air du temps, on parle de victimes d'agressions sexuelles. Ce qu'on apprend de la part de la clinique Jury Pop, qui a d'ailleurs dans les dernières semaines organisé une clinique pour les gens qui avaient des questions sur les cas d'agression sexuelle dans toute la foulée de ce mouvement, moi aussi, de tout ce qui est arrivé aux États-Unis, chez nous également. Bien, leur constat, c'est que les victimes d'agressions sexuelles manquent cruellement d'informations sur le traitement judiciaire des plaintes. On part de loin, là. Oui, mais on l'a souvent dit. Pourquoi quelqu'un dénonce pas? C'est parce que la plupart du temps, il a peur de l'inconnu. C'est pas que les policiers sont pas corrects, c'est pas que la couronne ne fait pas son travail, c'est pas qu'il y a une culture du viol dans le système judiciaire, c'est que quand on ne sait pas les conséquences, qu'est-ce qui va arriver, d'expliquer les étapes, souvent les gens vont décider de ne pas dénoncer parce que c'est une peur de l'inconnu qu'ils ont. Et on l'a vu dans le mouvement, on l'a dit, pourquoi les gens dénoncent plus? Est-ce que c'est seulement des vengeances? Non, c'est qu'ils trouvent un moyen, une facilité de le faire sans avoir peur. Et je pense que ça, il faut apprendre de tout ça. C'est ce que Jury Pop dit. Il y avait une ligne, qui avait des cliniques qui avaient été mises sur pied pour que les gens posent des questions. Est-ce que c'est vraiment une agression, ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est du harcèlement au travail? Est-ce que je peux porter plainte si ça fait 10, 15, 20 ans? On le rappelle, il n'y a pas de délai de prescription pour les agressions sexuelles chez nous. C'est ça. Donc, c'est toutes des questions qu'ils ont. Puis, des fois, il y en a qui pensent avoir vécu une agression. Ça n'en était pas vraiment une. Il faudrait qu'ils s'adressent plus à son syndicat. Ouais. Des fois, il y en a qui pensent, qui banalisent une partie de leur vie, un événement qui est arrivé et qui se rendent compte en s'informant que c'était carrément une agression sexuelle et que c'est pour ça qu'ils ont de la difficulté à remonter la pente. Et qu'on le dit, le processus est important. Ça répare pas, mais ça met du baume. Et on veut, les victimes veulent que justice soit
fait. Et dans la prévention également, quand on poursuit les agresseurs, bien, ils ne recommenceront pas, là, habituellement. Là. D'où l'importance de ne pas garder ça pour soi, de ça. partager. Dans le doute, on s'informe, voir si ça vaut la peine de pousser ça plus loin. Il faudrait qu'il y ait des lignes sur pied en permanence, c'est clair C'est sûr, comme ça. il y a un criant besoin pour ça.